bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'accepter de répondre à nos questions, aux questions d'une certaine idée. Je voudrais commencer par une question simple et un peu personnelle. Vous êtes issu de la banlieue, comme on dit, et vous avez justement travaillé sur ce sujet à plusieurs reprises. Nous assistons depuis une semaine à d'incroyables émeutes scandaleuses. Que pensez-vous de ces événements-là? Est-ce que ça dit quelque chose de la banlieue qui n'était pas forcément compris avant? Est-ce que ça dit quelque chose de la banlieue qui n'était pas compris avant? Moi, je crois le diagnostic est fait par de nombreuses personnes, je dirais, depuis longtemps. Il suffit de lire le livre de Georges Bensoussan, Les territoires perdus de la République. Moi-même, j'ai écrit sur le sujet. Je crois qu'il y a un phénomène de sécession culturelle, de sécession identitaire, d'une partie d'une jeunesse qui n'a pas été intégrée, qui a refusé de s'intégrer et qui est dans la haine de la France. Je crois que c'est un constat que beaucoup ont fait, qu'une partie des politiques et une partie des médias aussi ont refusé de voir, mais je crois que ces émeutes ne font que le confirmer, avec sans doute une amplification de la violence par rapport aux émeutes de 2005. Beaucoup plus de destruction alors qu'elles n'ont duré qu'une semaine contre 3 semaines en 2005. La circulation d'armes, donc une situation qui devient de plus en plus dramatique, mais les causes profondes de tout cela, on les connaît. Une immigration incontrôlée qui a créé un phénomène de ghettoisation, de concentration de population, et une jeunesse qui s'est enfermée dans une identité de substitution revancharde, dans l'identité fantasmée de leur pays d'origine, parfois de l'islam radical, et qui manifeste finalement sa haine de la France. Je crois que la mort du jeune Naël, qui est une mort tragique, n'est malheureusement qu'un prétexte et l'étincelle qui a enflammé un brasier, mais qui était là depuis longtemps. Et pour revenir au fait que vous soyez issu des banlieues, comme vous l'avez plusieurs fois expliqué, est-ce que vous, à votre époque, il y avait ces germes qui étaient présents? Ces germes étaient présents, mais je dois dire que j'ai sans doute assisté à une grande transformation des banlieues. J'étais à une époque où il y avait encore un peu de mixité dans les banlieues, où on pouvait dire que les banlieues étaient black, blanc, beurre. Aujourd'hui, il y a un véritable basculement démographique. J'ai grandi à Épinay-sur-Seine, j'ai fait mes études à Saint-Denis, je retourne régulièrement voir mes parents à Épinay, et on voit effectivement qu'il y a une homogénéisation des populations, plus que des commerces communautaires. Et c'est vrai que dans ces émeutes, moi je pense beaucoup aux populations qui sont soit autochtones, soit tout simplement intégrées, qui n'aspirent qu'à vivre paisiblement, à travailler, et qui se sentent en insécurité physique et culturelle chez elles et comme exilées dans leur propre pays. Je trouve que justement on ne s'intéresse pas assez à ces populations. On est dans un discours victimaire. D'ailleurs, le discours victimaire, moi, c'est ce que j'ai pu observer dans ma jeunesse, à l'école, à travers des associations que j'ai fréquentées aussi, puisque j'ai été au Bondi Blog. L'antiracisme a fait beaucoup de mal, puisqu'il a enfermé toute une partie de la jeunesse dans l'idée que la France les détestait. Et donc, quand on répète à une partie de la jeunesse que la France est raciste, elle finit par le croire et se retourner contre la France. Donc, on va encore sans doute expliquer que cette jeunesse, finalement, est victime soit de mauvaises conditions sociales, soit de racisme, soit d'injustices que la France aurait faites à leur égard, en oubliant les milliards d'euros investis dans les plans banlieue. Et surtout, on va oublier tous les honnêtes gens qui sont en banlieue, parce qu'il y en a aussi énormément qui ne partagent pas cette vue-là et qui se sentent enfermés, je dirais, dans leur propre quartier. Et je crois que s'il faut se battre aujourd'hui, c'est pour ces milliers d'anonymes, d'invisibles, qui subissent la violence au quotidien et qui subissent finalement une transformation de leur environnement, une dégradation de leur cadre de vie. Et j'aimerais que le discours politique
politique en général et le discours médiatique soit beaucoup plus centré sur ces personnes-là, d'autant plus que je crois qu'ils sont la clé de la solution. Bien sûr, il faut maîtriser les flux migratoires, bien sûr, il faut qu'il y ait plus de sécurité, d'ordre dans ces quartiers, il faut que la justice fasse son travail, mais je crois que l'assimilation, ce qu'on a raté, c'est le processus d'assimilation, et ça se fait toujours en réalité par des politiques d'État, par l'école, mais ça se fait aussi par le voisinage. Et si on n'avait pas désigné une partie des Français qui vivaient dans ces quartiers comme des beaufs et des racistes, ils auraient une légitimité et une autorité pour faire que les nouveaux venus s'identifient à eux et aient envie de leur ressembler. Et donc c'est pour ça que je crois très important qu'il y ait de redonner de la fierté, de l'autorité et de la légitimité à toutes ces personnes qui habitent en banlieue, qui sont d'honnêtes citoyens, et surtout ne pas les abandonner. Très bien. Vous avez écrit, je crois, qui est paru en 2015, Les nouveaux enfants du siècle, où vous décriviez la génération Dieudonné. Est-ce que cette génération, elle persiste aujourd'hui ? Est-ce que vous pouvez nous redéfinir ce concept ? Ce concept de génération Dieudonné, c'est assez drôle parce qu'il y avait aussi la génération Zemmour. C'était bien avant que Zemmour soit candidat à l'élection présidentielle. Et effectivement, je parlais de génération Dieudonné. Tout à l'heure, j'ai beaucoup parlé du mal qu'avaient fait les discours victimaires, un certain antiraciste. Et c'est vrai que j'avais pris Dieudonné comme figure de proue, puisque Dieudonné est quelqu'un qui vient de l'antiracisme, ne touche pas à mon pote, de SOS Racisme, et qui a basculé peu à peu dans le communautarisme, dans l'antisémitisme. Et on observe malheureusement ce même parcours chez beaucoup de jeunes issus de l'immigration des banlieues, qui d'ailleurs se sont identifiés à Dieudonné à force d'écouter un discours victimaire, un discours antiraciste, mais qui était accusateur et injustement accusateur à l'égard de la France. Il y a toute une partie de la jeunesse qui s'est refermée sur elle-même, a fait sécession contre la France, s'est enfermée dans des réflexes communautaires, souvent teintés d'antisémitisme. Il y a bien sûr la question de l'islamisme qui est venue par-dessus cela, puisque justement l'islamisme a offert une identité de substitution à toute une jeunesse. Mais c'est pour ça que j'avais parlé de génération Dieudonné. Je ne sais pas si c'était un concept, mais c'était une expression, et je crois que les choses n'ont pas fondamentalement changé, elles se sont peut-être aggravées et accentuées. Moi, j'ai connu une période où il y avait un peu de mixité, et c'est important qu'il y ait un peu de mixité parce que malgré tout, il y a une forme d'échange entre les gens, et là, moi, j'ai l'impression qu'il y a un phénomène de basculement démographique, une homogénéisation de plus en plus grande, et une pression communautaire de plus en plus grande. J'ai connu une époque où l'islam n'était pas vraiment le sujet. J'ai toujours connu le problème des racailles de banlieue, de l'insécurité, mais j'ai connu la banlieue avant le 11 septembre où il y avait très peu de voiles, où les gens ne mangeaient pas de porc à la cantine, mais enfin ils ne réclamaient pas du halal et ils ne s'identifiaient pas comme musulmans avant tout. Et j'ai vu progressivement, effectivement, l'islam ou l'islamisme gagner du terrain, et j'ai l'impression qu'il est de plus en plus hégémonique et que l'État a perdu de plus en plus de terrain. Il y a eu ce livre, Les territoires perdus de la République, en 2002. Il y a eu un autre livre de Bernard Rougier, qui est un islamologue très, très intéressant, qui est un élève de Gilles Kepel, et qui a parlé de territoires conquis de la République. Et s'il y a eu un changement, c'est sans doute ça. C'est qu'il y a eu une période d'anarchie, de désordre, où l'État a perdu le contrôle, et aujourd'hui, on a un nouvel ordre qui a un ordre mafieux d'un côté, puisque les trafiquants de drogue ont quand même beaucoup de poids dans ces quartiers-là. Et d'ailleurs, je pense que si les émeutes se sont arrêtées assez vite, c'est parce qu'elles gênaient le business et les trafics. Et puis, il y a un ordre islamiste qui se met en place. Le problème, c'est que l'État, la République, la France recule. Très bien. Merci de votre réponse. Et je voudrais changer totalement de sujet. Vous travaillez au Figaro. Vous êtes rédacteur en chef des pages débat et idées, je crois. C'est ça ? Du Figaro, des pages débat opinion. Et du Figaro Vox, qui est la partie internet de ces pages, pages-là. Et le Figaro Vox, qui connaît un engouement assez incroyable médiatiquement. Je trouve que c'est intéressant de vous demander pourquoi, à votre avis, le Figaro Vox a eu ce retentissement, et quels sont les sujets qui vous semblent les plus demandés par votre lectorat, qui est de droite ?
Je crois que on peut faire le lien peut-être avec le précédent sujet d'une certaine manière, de par mon parcours, même si je suis pas du tout le seul à avoir créé le Figaro Vogue. J'ai travaillé avec Vincent Trémollet de Villers, qu'il faut bien sûr citer. Eugénie Bastier est venue très tôt sur le projet, donc c'était des parcours assez différents. Mais je crois que par exemple, moi je me suis tout de suite intéressé à ces questions-là. Je les ai abordées sans tabou, avec d'autant plus de facilité que j'avais une forme de légitimité puisque j'avais grandi en banlieue. Donc ça fait partie des questions, le communautarisme, la banlieue, l'islamisme, l'immigration font évidemment partie des sujets qui interpellent les Français, qui les angoissent. Je crois que ça fait partie de leur inquiétude, mais ce ne sont pas des fantasmes, ce sont des inquiétudes légitimes, mais il y en a... Vous voulez dire que vous avez brisé un tabou ? Je ne sais pas si j'ai brisé un tabou, mais c'est vrai qu'on était là aussi. Vous avez mis des mots sur... sur des mots MAUX, peut-être. Pas moi tout seul, tous les contributeurs qu'on a fait travailler au Figaro Vox. On peut en citer quelques-uns, de Alain Finkielkraut pour les aînés, à Mathieu Boccoté, à François-Xavier Bellamy, que vous connaissez bien ici, et qui a écrit dans le Figaro Vox avant même de faire de la politique. Donc oui, on a sans doute brisé certains tabous, parce que je me souviens d'une presse qui, là aussi, était plus politiquement correct. Il y a quelques années, je suis arrivé à un moment de jonction où il y a une forme de libération de la parole dans la presse. Je crois qu'on y a contribué. Mais il ne faudrait pas non plus résumer le Figaro Vox à ces sujets-là, même s'ils sont très importants et que moi je les assume parfaitement. On a aussi traité d'autres sujets. On a été les premiers sans doute à montrer que la mondialisation n'était pas forcément heureuse mais malheureuse, ce qui n'était pas évident dans un grand quotidien de droite plutôt libéral comme le Figaro. On a beaucoup mis l'accent sur les thèmes de la souveraineté, notamment de la souveraineté industrielle, pointer la désindustrialisation de la France. On voit que là, non seulement ça a intéressé d'autres médias, ça a intéressé l'opinion de nos lecteurs, mais que les politiques ont fini par se ranger à ce diagnostic, y compris Emmanuel Macron. Au moins sur le plan, je dirais, sémantique. Dans l'action, c'est plus compliqué, mais il parle de plus en plus de souveraineté, notamment après le Covid, où on a fait des thèmes encore différents, comme, je dirais, les fractures françaises. On a beaucoup parlé de la question de la métropolisation de la France, mais aussi de l'abandon d'une certaine France dite périphérique, où il y a de moins en moins de services publics, où justement les usines ferment. Ça, je suis très fier d'avoir mis cela en avant avec des gens comme Christophe Guilluy, comme Jean-Claude Michéa. On a aussi beaucoup parlé de culture, de littérature, de paysage aussi. On a constaté justement que dans cette France-là, ce qui participait au mal-être, c'est peut-être une France qui s'amochissait avec de plus en plus de ronds-points, de zones industrielles, de zones commerciales enlaidies et qui participaient au fait que la France perdait son identité. C'est des choses comme ça qu'on a mis en avant et qui ont beaucoup intéressé nos lecteurs. Et puis il y a bien sûr l'école. On parlait tout à l'heure de François-Xavier Bellamy, d'Alain Finkielkraut. On voit bien qu'il y a une inquiétude des Français par rapport à l'école, parce que l'école, c'est ce qui prépare les générations futures. Et je crois qu'il y a une inquiétude très profonde chez nos lecteurs. Est-ce que leurs enfants grandiront dans une France meilleure que la leur? Et l'impression, c'est plutôt une impression de régression, hélas. Donc on va dire qu'on a été peut-être décliniste. Moi, je crois qu'on a été plutôt lanceur d'alerte, et il existe des solutions. Et depuis toujours, d'ailleurs, on fait écrire aussi sur les solutions. Maintenant, on attend qu'elles soient mises en œuvre. Ça, c'est plutôt votre travail. Justement, je voudrais, ce que le hasard fait qu'on a fait une interview de François-Xavier Bellamy juste avant. Je voudrais revenir sur ce point de l'école pour terminer. Quel est votre, j'allais dire votre avis, c'est très généraliste sur l'école, mais peut-être le mettre en rapport avec ce premier sujet qui était les émeutes de banlieue. Est-ce que l'école, en fait, n'arrive plus, ne parvient plus à intégrer ces... D'abord, il faut être tout à fait honnête pour ce qui est de l'intégration, de l'assimilation. C'est en partie le rôle de l'école, mais pas seulement. La famille est quelque chose de très important, et je crois que dans cette affaire, pour en revenir au sujet du début de la mort du jeune Naël, on a bien compris qu'il y avait aussi une histoire de famille déstructurée là-dedans. Il ne s'agit pas, bien sûr, de jeter la pierre aux mères célibataires. Il y a plusieurs études qui montrent qu'il y a un taux de délinquance beaucoup plus important dans les familles monoparentales. Donc ça, c'est aussi une question centrale. Et vouloir s'en remettre à l'école pour tout, eh bien l'école est là pour instruire.
pas forcément pour éduquer les enfants. Mais le problème, c'est que comme malheureusement de plus en plus d'enfants ne sont pas éduqués chez eux, j'ose dire, l'école n'instruit plus seulement, elle est obligée d'éduquer. Et c'est quelque chose de se substituer aux familles. Et je pense que c'est très compliqué pour les professeurs. Après, je crois aussi qu'il y a des mauvais choix qui ont été faits à l'école. Moi, j'ai connu une école de banlieue, d'instituteurs de gauche, mais qui étaient quand même tout de même convaincu que le savoir, c'était le meilleur outil, la transmission des connaissances, c'était le meilleur outil pour l'émancipation des enfants et des élèves. Et d'ailleurs, j'en suis très reconnaissant. Ils m'ont appris à lire, à écrire, à compter, ma famille aussi, mais les professeurs avaient cette conviction-là. Et on a l'impression aujourd'hui que l'école se détourne de plus en plus de cette tâche de transmission des savoirs fondamentaux pour faire de la morale ou pour faire toute autre chose et produit des gens de moins en moins bien formés aujourd'hui, avec notamment en plus l'irruption du wokisme. Ça fait partie aussi des thèmes qu'on a pointés très tôt, hein, le wokisme qui est venu des États-Unis, notamment Mathieu Bock-Côté nous en a beaucoup parlé, on a beaucoup pointé la menace que ça pouvait représenter en France, et aujourd'hui on voit que l'école n'est plus concentrée sur les savoirs fondamentaux, mais de plus en plus sur un pseudo-antiraciste, sur la théorie du genre, et je ne sais quoi, je caricature un peu. Évidemment que beaucoup de professeurs ou de maîtres essayent d'enseigner les savoirs fondamentaux à leurs élèves, mais dans un contexte de crise, de perte de tous les repères, de perte d'autorité, dans les écoles de banlieue avec une population issue de l'immigration, donc il y a plus de difficultés, vouloir se détourner des savoirs fondamentaux pour en rajouter sur des choses qui, à mon avis, sont extrêmement périphériques, voire ont tendance à enfermer justement les enfants dans leur identité d'origine, ça a été une évolution qui a été désastreuse. Donc je crois qu'il faut en revenir aux fondamentaux, parce que justement, si on veut plus d'égalité, et moi je crois à l'égalité et à l'égalité sociale, ça passe par la transmission du savoir. C'est comme ça qu'on a des individus émancipés, capables d'esprit critique et capables de s'intégrer dans la société. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci.